L'instant de l'actualité mondiale sur CamNews 24, c'est international. Bienvenue à tous. Les échanges autour des sujets de l'heure vont se faire avec Ghislain Cougan, journaliste, consultant et spécialiste des questions internationales. Merci d'être venu, Ghislain. Le plaisir est partagé, Donald. La première moitié du mois de novembre a été particulièrement sanglante avec les attaques terroristes barbares à Paris qui ont fait au moins 129 morts. Le film de cette tragédie et les premières décisions gouvernementales dans cet élément. Revenons à présent sur le déroulé des événements de la nuit dernière. 6 attaques sont menées en l'espace de 40 minutes à Paris et aux abords du Stade de France. Un groupe de plusieurs hommes armés fait irruption au Bataclan, une salle de spectacle où a lieu un concert de rock devant 1500 personnes. Les assaillants ouvrent le feu sur la foule au cri de Allahu Akbar et prennent les spectateurs en otage. Daniel Pseni, un journaliste du Monde, filme la scène depuis sa fenêtre. Les spectateurs tentent de fuir comme ils le peuvent. La police donne l'assaut vers minuit et demi. Le bilan est très lourd. Au moins 82 personnes ont été abattues. Les 4 assaillants sont tués, dont 3 en actionnant leur ceinture d'explosifs. Qu'est-ce qui se passe ? Plusieurs fusillades ont également lieu dans le 10e et le 11e arrondissement de Paris. À 21h30, des hommes tirent sur des personnes attablées à la terrasse du restaurant Le Petit Cambodge rue d'Alibert, faisant 14 morts. Même mode opératoire, 10 minutes plus tard, rue de Charonne, 18 personnes sont tuées à la terrasse d'un café et dans la rue. Rue de la Fontaine-au-Roi, 5 personnes sont abattues à la terrasse d'une pizzeria. Une attaque fait une autre victime, boulevard Voltaire. Le kamikaze est mort. Les hôpitaux de Paris déclenchent alors le plan blanc d'urgence et de crise. Le bilan provisoire fait donc état de 128 morts et de près de 200 blessés. Une centaine d'entre eux seraient toujours dans un état critique. Le parquet antiterroriste s'est saisi de l'enquête. L'état d'urgence a été décrété dès hier soir par François Hollande alors même que la prise d'otages se poursuivait au Bataclan. 1500 militaires ont été appelés en renfort pour venir appuyer les 30 000 hommes déjà mobilisés et déployés autour des sites sensibles depuis les attentats de janvier dernier, avec l'activation du niveau le plus élevé du plan Vigipirate. Et vous là-bas là, oh! Un peu plus tôt dans la soirée, des explosions se font entendre aux abords du Stade de France alors que se déroule la rencontre de football France-Allemagne. 3 explosions retentissent. François Hollande est prévenu et exfiltré. Une personne est tuée ainsi que 3 kamikazes qui ont perpétré des attentats suicides à l'extérieur de l'enceinte du stade. Les 80 000 spectateurs évacuent les lieux en chantant la Marseillaise comme un acte de résistance. D'autres préfèrent rester sur la pelouse en attendant d'évacuer en toute sécurité. Toutes les manifestations sportives ont été annulées ce week-end. Plus jamais ça, dirions-nous. Alors, ces attaques interviennent 10 mois après les attentats qui avaient fait 17 morts. Entre-temps, la France aurait-elle lâché du lest quant à la surveillance de son territoire? Bon, je ne pense pas que la France puisse être incriminée dans ce qui s'est passé. C'est vrai que quand un acte comme celui-là survient, on a le sentiment d'incriminer le gouvernement, de taxer de laxisme et autres. Je pense également qu'on a eu un crash survenu notamment en Égypte, le crash qui a visé l'avion russe. Il s'agit de quoi? Il s'agit justement des actes posés par le groupe État islamique qui travaille à frapper des potentielles cibles pour l'État islamique. On a frappé la Russie à travers le crash, on a frappé maintenant la France, à qui le tout vaut. Donc, il ne s'agit pas de dire que la France n'est pas, redoublée de vigilance. Mais effectivement, la France ne se serait pas attendue à un tel acte avec une violence aussi inouïe et aussi accru. C'est quand même plus de 100 morts, 129 morts et nombre de blessés. Et l'occasion, justement, le contexte, l'atmosphère, il s'agit quand même d'une période où la France était en train de disputer un match amical, donc un lieu, un moment où il y a un rassemblement fou au stade et dont les touristes ont souhaité, avaient pour intention justement de frapper en plein stade. Donc, il s'agit quand même d'un événement macabre qui a été amenuisé, puisqu'on aurait pu, si les terroristes avaient pu
pénétré dans le stade et avait installé des bombes dans le stade, il est clair que le bilan aurait été beaucoup plus lourd. Donc est-ce que la France n'a pas été suffisamment vigilante? Je ne pense pas qu'on puisse être, dans le contexte précis et actuel, être suffisamment vigilant. Mais je pense que la France paye ici le lourd tribut de son engagement sans réserve dans la guerre contre l'État islamique, contre tout ce qui se passe dans le monde arabe, et aussi de ces interventions parfois qui ne sont pas toujours claires. On a le sentiment que la France parfois suit les États-Unis sans mesurer les conséquences des actes qu'elle pose. Alors ce dernier courant est beaucoup plus actif dans les réseaux sociaux. Est-ce que vous partagez cet avis? C'est une piste sérieuse, c'est une piste à prendre au sérieux, à dire que la France paie là le lourd tribut de sa politique étrangère, par exemple. C'est clair. Il est clair que la France paye le lourd tribut de sa politique étrangère. Maintenant, la France n'est pas le seul pays qui mène une politique étrangère, aussi le monde arabe. La Grande-Bretagne également, même si la Grande-Bretagne est un peu plus réservée. L'Allemagne aussi, mais vous verrez que tous ces pays qui mènent bien évidemment une politique étrangère on va dire, avec une harmonie harmonieuse avec les États-Unis, ne sont pas aussi frappés que la France est toujours indiquée, toujours incriminée, toujours indexée. Pourquoi? La France, par exemple, avec l'aval du Conseil de sécurité, a laissé quoi en Libye? A laissé la charia et le chaos. Donc vous verrez très bien que dans ces situations-là, la France est visée parce qu'elle est toujours devant, toujours en train de vouloir suivre à l'emporte-pièce. L'on parle de 8 assaillants morts dans ces attentats, dont 7 en se faisant exploser. Comment expliquer l'adhésion massive des jeunes à cette idéologie obscurantiste qui fait l'apologie de l'extrémisme violent? Non, je pense que c'est simple à comprendre. Il y a un cas précis. Je comprends, la question peut être liée justement au passeport découvert, au passeport syrien découvert près d'un kamikaze, qui témoigne à comprendre que ceux qui sont arrivés en France viennent de la Syrie. Il y a un fait. La France regorge sur son sein une très forte communauté juive sur son sol. Et vous savez très bien que les juifs par là sont détestés justement par les islamistes. Donc, vous voyez, en Europe, la France fait partie des pays qui ont une grande communauté juive et il y a aussi un problème d'immigration. Et parce que l'immigration entraîne de fortes concentrations communautaires. Et à partir de ce moment donné, il y a une explosion, il n'y a pas suffisamment d'espace d'expression pour les uns et les autres. Par exemple, en France, on a le sentiment aujourd'hui que la religion prend le dessus sur les lois. On parle des islamistes radicaux, on parle des mosquées radicales en France, qui ont pignon sur rue. Donc on a le sentiment qu'au nom de la liberté, au nom de laisser chacun exprimer sa foi et sa religion, on arrive justement à ces dérapages qui ne peuvent que créer la désolation et puis la terreur. Restons en France pour évoquer maintenant ces mesures sécuritaires prises immédiatement après cette série d'attentats. Ces mesures sécuritaires n'ont en rien émoussé les velléités terroristes qui ont une fois de plus tenté d'agir à Saint-Denis. Dans ces conditions, faut-il maintenir l'état d'urgence ou alors accentuer les perquisitions? Non, je pense que les deux. On maintient l'état d'urgence, évidemment, et on continue avec les perquisitions. Mais il y a aussi un souci. Je pense qu'au Parlement français, la question a été longuement débattue. Le souci des frontières, elles sont poreuses. Et je suis désolé, on attaque ici la question des migrants. Je ne suis pas d'avis, par exemple, avec la situation, alors la solution radicale envisagée avec Marine Le Pen, qui dit qu'il faut carrément arrêter l'immigration. On peut la comprendre dans une situation précise. Vous comprenez bien que son argument a pignon sur lui en France. Ça marche. Mais je pense qu'il faut renforcer la surveillance au niveau des frontières, mais il ne faut pas créer l'amalgame. Auquel cas, on va encore travailler à frustrer suffisamment et à créer la disharmonie entre les uns et les autres. Mais je pense que la France, aujourd'hui, doit travailler au niveau de sa sécurité, au niveau de qui entre, donc au niveau des frontières, au niveau de qui fait quoi, au niveau de rétablir la loi. La France est un pays laïque, c'est vrai, mais la laïcité ne veut pas dire qu'on va piétiner les lois de la République. Alors les religions doivent être soumises justement aux lois de la République. C'est aussi simple que ça. De nombreux dirigeants du monde ont exprimé leur soutien à la France suite au massacre de Paris. Je vous propose cet extrait du président camerounais Paul Biya. Ce qui vient de se passer à Paris le soir du 13 novembre est particulièrement significatif. Le combat contre le terrorisme est le combat de toute nation qui met le respect de la personne humaine et de sa vie
au premier rang de ses valeurs. Ce combat incombe à chaque nation. Il appartient à chaque nation d'y apporter sa contribution. Ce qui vient de se passer à Paris le soir du 13 novembre est particulièrement significatif. Le combat contre le terrorisme est le combat de toute nation qui met le respect de la personne humaine et de sa vie au premier rang de ses valeurs. Ce combat incombe à chaque nation. Il appartient à chaque nation d'y apporter sa contribution. C'était donc là le président de la République du Cameroun, Paul Biya, qui s'exprimait à la tribune lors du forum des dirigeants de l'UNESCO. Alors Ghislain, sans faire de commentaires à propos de cet extrait, en France, il y a aussi des mesures sociales qui sont prises. On annonce l'offre d'emploi, augmentation des emplois, tant dans la police, à la douane, ainsi de suite. Est-ce que cela pourrait aussi résorber le problème du chômage ou alors occuper tout simplement cette jeunesse qui semble être en débandade? Non, je pense que c'est une possibilité, c'est une opportunité, c'est une piste à explorer, mais ce n'est pas la raison fondamentale. Le problème ici, c'est que quand on prend des mesures, on parle par exemple de la déchéance de la nationalité aux binationaux qui sont de retour de Syrie, ce sont des mesures salvatrices qui doivent être prises. Mais je pense qu'il faut avoir suffisamment la tête froide, suffisamment de lucidité pour s'asseoir et pour débattre des situations, pour réfléchir à ce qui se passe. Et donc, à partir de ce moment, je pense que l'occasion est peut-être arrivée aujourd'hui, qu'on puisse arriver à une force de coalition internationale antiterroriste avec tous les pays, qu'on arrête par exemple de stigmatiser, de dire la question c'est Bachar al-Assad. Qu'on le veuille ou non, ce qui se passe aujourd'hui en France est une répercussion de la crise qui sévit en Syrie précisément. Je peux parler du monde arabe, mais je parle de la question syrienne. Puisque ceux qui frappent, par exemple, peuvent frapper soit parce que ces personnes estiment que la France et les États-Unis ne font pas suffisamment pour faire partie de Bachar al-Assad, soit parce qu'il y en a des groupes qui estiment que non, la France ne prend pas position normalement et donc ne travaille pas suffisamment à ce que la guerre puisse être, à ce que la situation confuse qui est en Syrie puisse trouver une issue favorable. D'ailleurs, une issue favorable auprès des jeunes désœuvrés de la France. Pas simplement, bien évidemment, mais aussi auprès de tout le monde arabe. Parce que la France aujourd'hui, à partir du moment où la France, sur chaque question, monte au créneau pour indiquer sa conception, la voie à suivre, la France devient responsable, qu'on le veuille ou non, de tout ce qui se passe, en tant que gendarme du monde également. Quand on compte aujourd'hui les gendarmes du monde, la France en fait partie. Alors, lorsqu'il faut les répercussions, il faudrait que la France en subisse. Je ne dis pas qu'il faut valider la thèse de ce qui s'est passé en France, c'est déplorable, mais il faut par là que la France puisse revoir sa politique et cela nécessite aujourd'hui plus que jamais une collaboration harmonieuse avec la Russie, les États-Unis, l'Angleterre, le Royaume-Uni, l'Angleterre, l'Allemagne et puis toutes ces puissances-là. Situation nouvelle en Syrie. La Russie a lancé des frappes massives sur le groupe État islamique dans le sillage des raids français à Raqqa. Mais avant d'en parler, voici une attitude de François Hollande quelques heures après les attaques de Paris. La France, parce qu'elle a été agressée lâchement, honteusement, violemment, la France sera impitoyable à l'égard des barbares de Daesh. Elle agira avec tous les moyens, dans le cadre du droit, et tous les moyens qui conviennent, et sur tous les terrains, intérieur comme extérieur. La France est forte et même si elle peut être blessée, elle se lève toujours et rien ne pourra l'atteindre, même si le chagrin nous assaille. La France, elle est solide, elle est active. La France, elle est vaillante et elle triomphera de la barbarie. Alors, ce discours de François Hollande peut-il expliquer le rapprochement subit des positions russes, iraniennes et françaises, américaines en Syrie? Bien évidemment. Et d'ailleurs, le discours de François Hollande, quand on l'écoute, il est un discours rhétorique, au-delà du fait en lui-même. C'est-à-dire que de ce que la France est attaquée et de ce que le monde entier est attaqué. Au départ, le président français était intransigeant. Ni Bachar al-Assad, ni Daesh. Aujourd'hui, il fléchit un tout petit peu. L'ennemi, c'est le groupe État islamique. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'on va vers une mutualisation des efforts et vers la construction d'un bloc international, si vous voulez, antiterroriste pour débarquer, pour combattre l'ennemi commun qui est le groupe État islamique. On aurait pu le faire depuis que la Russie chantait devant la tribune des Nations Unies. Vladimir Poutine, d'ailleurs, a saisi l'occasion pour le rappeler aux différents présidents. D'ailleurs, en marge du G20, il y a eu un débat, un échange d'une trentaine de minutes improvisé entre le président russe Vladimir Poutine et le président américain. D'ailleurs, également, à l'heure où je vous parle, il y a une coordination de services de renseignement en Syrie, sur la Syrie, entre les services de renseignement français et russes. Depuis 2001, il n'y a pas eu un échange de ce type de manière harmonieuse entre ces États. Depuis les attentats du 11 février 2001 aux États-Unis. 11 septembre aux États-Unis. Il faut attendre, voilà combien, de 2001 à 2015, 14 ans, pour que justement on arrive à ce genre de situation. Est-ce qu'il aurait fallu qu'il y ait 129 morts et puis 300 blessés pour qu'on revienne à de meilleurs sentiments, pour éviter des débats qui ont cours en Syrie depuis 4 ans et demi aujourd'hui? Alors, comment envisager les relations Vladimir Poutine-Bachar al-Assad à partir du moment où la Russie est déterminée à en finir avec Daesh, dont la base arrière serait à Raqqa, en Syrie? Bien évidemment, les relations entre Vladimir Poutine et Bachar al-Assad sont plus que jamais au beau fixe, puisque le problème... Plus que jamais au beau fixe, ça veut dire que Vladimir Poutine est avec Bachar al-Assad, bien évidemment. Vladimir Poutine est contre l'État islamique. Bien évidemment, ça a été toujours le cas. La pomme de discorde entre les Occidentaux et la Russie, c'était que la France et les États-Unis faisaient de Bachar al-Assad, du départ de Bachar al-Assad, la condition sine qua non pour un retour au calme en Syrie, ce qui n'était pas le point de vue de la Russie. Aujourd'hui, la question n'est plus ni Bachar, ni groupe État islamique, la question c'est le groupe État islamique. Et donc, effectivement, vous comprenez que c'est la thèse de Bachar al-Assad, la thèse russe, si vous voulez, qui a pignon sur rue aujourd'hui. Donc, la relation, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'on va aller à la création d'un front international avec la France, avec les États-Unis, avec la Russie. Il y aura une coordination des services. Et d'ailleurs, on parle d'une rencontre qui aura lieu d'ici janvier entre le pouvoir de Damas et puis l'opposition. Dans 6 mois, il y aura la mise sur pied d'un gouvernement de transition. Et puis dans 18 mois, on ira aux élections pour une sortie de crise en Syrie. Alors, les entrées fracassantes de la France et de la Russie en Syrie sont-elles validées par Bachar al-Assad? Est-ce que Bachar al-Assad manifeste aussi contre l'État islamique? Est-ce qu'il envisage mettre fin à cet État islamique qui, dit-on, est basé en Syrie? Bien évidemment qu'il le fait. D'ailleurs, Bachar al-Assad combat l'État islamique. Et ça a été... De quelle manière? À travers les troupes au sol. C'est une guerre qui se fait en Syrie, déjà sur le terrain. Entre Alep, vous savez très bien que les villes d'Alep, Damas sont des villes qui sont chaque jour pilonnées. On vous parle aujourd'hui de plus de 250 000 morts en 4 ans et demi en Syrie. Donc il y a un combat qui se fait déjà en Syrie entre le groupe État islamique et Bachar al-Assad. La question qui s'est posée à un moment donné, c'était parce que les Américains et les Français estimaient qu'en combattant également le groupe État islamique, les Américains faisaient l'affaire de Bachar al-Assad déjà, qu'ils voulaient faire partie du pouvoir. Et donc, les Américains et les Français n'avaient pas de choix, puisque la cible est la même. Les Américains, les Français, les Anglais combattent le groupe État islamique. Bachar al-Assad également. Donc, les Américains ne voulaient pas aider Bachar al-Assad sur un pan. Mais là, ils n'avaient pas le choix. Donc, la situation est telle qu'aujourd'hui, en Syrie, tout le monde doit combattre le groupe État islamique, pas simplement la Syrie. Ça se fera avec ou sans Bachar al-Assad, et surtout avec Bachar al-Assad. Voilà. Finalement, qui finance l'État islamique ou alors, quelles sont les sources de revenus de cet État obscur? Les sources de revenus du groupe État islamique sont diverses. Il y a d'abord une manne pétrolière très importante. J'ai eu à commettre un article sur la question en faisant comprendre que l'État islamique était même plus forte que le groupe Al-Qaïda de son temps. Ils ont des puits de pétrole et sont des pétroles qui sont vendus au noir entre la Turquie, le Kurdistan et puis ces pays de la sous-région. Ils ont des territoires sur lesquels ils administrent une sorte d'impôts qui sont payés. Ils ont aussi des enlèvements. Et vous savez très bien que les enlèvements sont des moyens qui permettent notamment à ces groupes de vivre. On retire les gens et puis on demande des rançons.
Voilà quelques éléments, quelques pistes, quelques voies qui permettent à ces groupes justement d'avoir suffisamment d'argent pour enrôler des jeunes avec des montants mirobolants qui leur permettent justement de se lancer corps et âme dans ces causes perdues. Nous allons quitter l'Europe et bien sûr la partie syrienne pour parler maintenant de l'Afrique. Allons au Rwanda. Le Parlement qualifie le président Kagame pour un 3e mandat. Après les députés, les sénateurs rwandais ont adopté la modification constitutionnelle. Paul Kagame peut se présenter à la présidentielle de 2017 et même après. On regarde et on revient pour les échanges. Les députés rwandais ont adopté jeudi à l'unanimité un projet de réforme de la Constitution. C'est une réforme qui ouvre la voie à un 3e mandat du président Paul Kagame en 2017. Selon l'article 101 de l'ancienne constitution rwandaise qui date de 2003, le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans. Il ne peut être réélu qu'une seule fois. À 58 ans, l'homme fort du Rwanda depuis 1994 obtient le feu vert pour un 3e mandat. Plusieurs raisons expliquent cette nouvelle réforme. On a fait des consultations populaires. Il y a des articles qu'on a amendés selon la volonté de la population. Il y a d'autres articles qui sont restés tels qu'ils ont été votés en 2003, ou bien avec d'autres révisions qui sont intervenues depuis 2003 jusqu'en 2010. Donc, ce n'est pas la nouvelle constitution, c'est la révision de la constitution de 2003. Après 2017, tout président qui sera élu pour un autre mandat de 7 ans. En théorie, la possibilité est laissée au président Paul Kagame de diriger le Rwanda jusqu'en 2034. Voilà une modification constitutionnelle qui a des répercussions jusqu'en 2034. N'est-ce pas trop? C'est pas trop ça? Non, trop par rapport à quoi? Il y en a qui ont fait 36 ans au pouvoir. Lui, il est arrivé au pouvoir depuis seulement 1994. Pourquoi vous dites que c'est trop? Et à quel âge? Mais il a 58 ans aujourd'hui. Il a 58 ans. Bon, il y en a qui ont 80. Non, pourquoi? Je pense qu'il faut suivre le processus. On a soumis la Constitution à la Chambre des députés, qui a été validée. Maintenant, le Sénat a également approuvé ce qui se passe. Il s'agit de quoi? Il s'agit simplement de l'article 101 et de l'article 172. L'article 101 limite les mandats à 2 et pendant 5 ans. Sauf que l'article 162 maintenant apporte 172, apporte une nuance et dit qu'en réalité, après le septennat qui va être fait entre 2017 et 2024, il y aura maintenant 2 quinquennats. C'est-à-dire que le quinquennat n'entrera en vigueur qu'après le septennat qui sera épuisé. Et le président est éligible au septennat qui arrive. Ça veut déjà dire que d'ici 2024, il pourrait être candidat à l'élection. Et puis, puisqu'après cela, on partira d'un septennat à un quinquennat, et donc il pourra encore être éligible pour ces 2 quinquennats. C'est pourquoi on dit qu'il sera encore au pouvoir. Mais c'est un calcul mathématique assez compliqué pour les profanes. Bien évidemment. Qui malheureusement sont gouvernés. Bon, on ira petit à petit, on verra qu'à ce niveau, le président peut être encore candidat il pourrait être encore au pouvoir jusqu'en 2034. Mais je pense qu'il faut comprendre une chose. Pourquoi est-ce que ça se passe? Parce que le travail abattu par Paul Kagame au Rwanda est un travail absolument remarquable. Depuis 1994, il a bataillé pour que le génocide puisse s'arrêter après les Tutsis, vous savez très bien, les Tutsis. Et voilà qu'il prend le pouvoir. Et avec l'aide des Américains, il a travaillé à rétablir la sécurité et le développement. Le Rwanda aujourd'hui est un pays qui est debout, est un pays qui marche, qui fonctionne. Donc il s'agit là d'un capital que l'on peut attribuer à la bravoure de ce président. Voilà pourquoi sur le plan de l'assentiment du peuple, il a les faveurs. L'opposition elle-même n'est pas crédible. Je veux dire, l'opposition ne se fait pas entendre, n'a pas un son de cloche. Pourquoi? Parce que le vécu du Rwanda parle pour ce président. D'ailleurs, les États-Unis se sont levés contre cela en faisant part de ce qu'il faudrait que le président puisse quitter le pouvoir après 2017. Sauf qu'ils ont précisé que les États-Unis ont pour principe de prôner l'alternance au pouvoir. Là, ce n'est qu'un principe. Ce n'est qu'un principe. Ça veut dire que dans le fond du dossier, les Américains reconnaissent le travail de titan abattu au Rwanda par le président Paul Kagame. Voici par exemple une question à propos de cette réforme. Cette réforme n'est-elle pas la manifestation du pouvoir autoritaire qu'aurait établi Paul Kagame dans un pays régulièrement épinglé pour ses atteintes à la liberté d'expression et son peu d'ouverture à la politique? Je suis désolé, moi je ne comprends pas ce que ça veut dire en réalité.
Vous prenez un pays qui sort du tréfonds de la guerre en 1994, d'un génocide qui ne dit pas son nom, et qui est parti de 1994 aujourd'hui à 2015, il n'y a plus de guerre là-bas, il n'y a plus de conflits ethniques dans ce pays est debout, est prospère, avance à son rythme à lui, et vous me faites comprendre qu'en réalité ce pays a ci, a ça. Il n'y a aucun pays où il n'y a pas de question de démocratie. Les États-Unis, la France, partout il y en a. Alors juste là, le troisième mandat, finalement une affaire africaine. Oui, une affaire africaine. Peut-être qu'il faut maintenant concevoir une démocratie à l'africaine. On va immédiatement aller du côté du Mali, et ce dans un enregistrement sonore rendu public en octobre dernier. Selon plusieurs sources sécuritaires régionales, le chef du groupe djihadiste rejette l'accord de paix signé en juin dernier par les groupes rebelles du Nord et le gouvernement malien. Le reportage, et on en vient pour les commentaires. Pendant plusieurs jours, les dirigeants touaregs ont tenu des réunions avec des chefs de tribus, des oulémas, des femmes et des jeunes. Ils ont débattu de l'accord d'Alger qui ne fait pas l'unanimité à Kidal. Nous n'avons pas refusé de paraffer ce document, mais nous avons simplement dit que ça n'enfreint pas les aspirations du peuple. Les aspirations du peuple ne sont pas dans ce document. Si nous acceptons un accord bâclé, tant pis pour nous. Et si nous résistons pour avoir un accord normal qui va amener la quiétude et la paix chez nous, c'est à notre avantage. Bilal Aga Chérif, le chef du MNLA, explique dans une déclaration finale que l'accord est une bonne base de travail, mais qu'il mérite d'être amélioré. Il demande à rencontrer la médiation algérienne et les partenaires internationaux. Les chefs touaregs sont clairement pris en étau. Leur base est opposée à ce texte, mais la pression internationale s'est accentuée pour qu'ils le signent depuis l'attentat du 7 mars à Bamako par le groupe djihadiste Al-Mourabitoun. Selon des diplomates, cet attentat visait à remettre en cause les négociations. L'accord d'Alger a pour ambition de créer les conditions d'une paix durable dans le nord du Mali, où des groupes d'islamistes radicaux mènent encore des attaques sporadiques. La déclaration d'Iyad Ag-Ghali, sortie opportuniste ou alors désespérée? Non, il s'agit d'une sortie, il essaie un peu de colmater les brèches. On a le sentiment qu'il a débattu avec ses amis déjà en sourdine, il n'a pas obtenu gain de cause et maintenant il brandit la menace de quoi si on ne revoit pas les accords, ces accords ne seront pas applicables sur le terrain. Et c'est la question qui se pose à chaque fois au Mali. On a le sentiment qu'il y a des groupes qui s'élèvent par-ci et par-là pour demander, pour susciter l'intérêt qu'on puisse débattre avec eux pour que ces groupes-là puissent avoir une part du gâteau. Qu'est-ce qu'on revendique? On revendique par exemple dans ce qu'on comprend l'autonomie de la région Touareg, c'est Gao et puis Kidal, ce qui va avec l'autonomie. Alors l'État malien veut être un État un et indivisible. Il faut qu'on administre le pays. On peut comprendre l'autonomie n'est pas l'indépendance. On peut être autonome mais pas indépendant. L'exemple peut se comprendre parfaitement entre les fédérations de sport, de football par exemple dans des pays et puis le gouvernement. La fédération peut être autonome, mais elle n'est pas indépendante parce que la fédération appartient, qu'on le veuille ou non, à un État. Donc, c'est la question également qui se pose au Mali. Pourquoi? Vous avez des gens qui, à chaque fois, reviennent toujours sur des questions qui semblent avoir été résolues. On revient toujours, il y en a toujours. Quand ce n'est pas hier qui va le faire, demain, ce sera une autre personne qui va se réclamer d'une faction dissidente du mouvement de l'Azawad pour dire, voilà, nous ne sommes pas d'avis avec ce qui a été pré-signé, puisqu'il s'agissait d'un préaccord. L'accord lui-même n'a pas encore été signé. Et vous verrez que dans cette situation, voilà, ce qui s'enflamme aujourd'hui, il faut encore redébattre d'un préaccord qui semblait à tout le monde avoir été suffisamment étudié à Alger. On se demande quelle sera la réaction des signataires de l'accord d'Alger qui se sont résolument engagés dans le chemin de la paix au Mali. Feront-ils volte-face? Attendons de voir, on verra dans les jours à venir ce qui va se passer. Vous savez, dans cette situation au Mali, le Mali nous a habitués à des volte-face déroutants. On attend de voir dans les jours et les mois à venir ce qui va se passer et on sera fixé, on est quand même fatigué avec ce pays. Ça fait longtemps que le Mali n'arrive pas à sortir de la guerre et l'Afrique est pourrie, fatiguée. Il y a le Mali qui à un moment donné était en train de sortir de la guerre, le Mali semble vouloir replonger, vous avez à côté la RCA qui ne va pas très bien et nombre de pays où ça va être chaud avec les élections présidentielles. Vous avez le Congo, vous avez les deux Congos, vous avez le Gabon, vous avez le Rwanda, un ensemble de dons. Il y a un ensemble de problèmes, de problématiques sur le continent qui font qu'on a le sentiment aujourd'hui que le continent africain est plus que jamais mal parti.
C'est une actualité à suivre sur CamNews 24, mesdames, messieurs. Merci Ghislain Kougang d'avoir accepté de revisiter avec nous l'actualité mondiale de la semaine. Le plaisir est partagé, Donald. Merci également. À la semaine prochaine pour une autre édition d'International.